Bienvenue chez Les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Aude Niadanu, la fondatrice de l'hôpital, et aujourd'hui je reçois Valérie Moulin, directrice de la communication et de l'expérience patient à l'hôpital Foch, une pionnière qui introduit le concept en France depuis plusieurs années déjà. Bonjour, donc je suis Valérie Moulin, je suis directrice de la communication et de l'expérience patient de l'hôpital Foch de Suresnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours qui t'a amené jusque-là ? Alors, parcours un peu atypique pour l'hôpital. J'ai d'abord travaillé pendant 16 ans en agence de marketing sportif en tant qu'associée. Ensuite, je suis passée par la Fédération française de la randonnée pédestre, donc j'étais directrice de la communication, et ensuite directrice de la communication de la Société Centrale Canine. Donc effectivement, je suis passée du chien au médecin et je suis arrivée à Foch il y aura 9 ans au mois de juin. Voilà. Alors là, c'est vrai que ça fait un switch assez inattendu. Pourquoi t'as décidé justement de passer du chien à un médecin, comme tu dis ? Je pense que déjà on est venu me chercher, donc j'étais dans une structure associative. Alors déjà j'ai travaillé à part l'agence de com, que ce soit la fédération ou la Société Centrale Canine, c'est des structures associatives, et donc le chasseur de tête qui est venu me chercher m'a dit qu'il y avait un beau challenge à relever à Foch, et qu'il souhaitait que ce challenge soit relevé par quelqu'un qui ne venait pas du milieu de l'hôpital, et donc voilà, pour faire un petit peu évoluer les choses et les façons de voir. Et donc c'est pour ça que il m'a proposé le poste, avec l'objectif au début d'harmoniser la communication entre la fondation et l'hôpital, parce que nous avons 2 structures associatives. Voilà. Tu peux nous expliquer un tout petit peu la différence justement entre la fondation ? Donc la fondation Foch a été créée en 1929 et c'est une fondation, une association à part entière. Et donc à côté, en 1995, il y a une seconde association qui a été créée qui s'appelle l'association Hôpital Foch, et donc dans laquelle la fondation est présente au conseil d'administration. Et donc les 2 structures se trouvent dans le même bâtiment, mais c'est 2 structures associatives qui fonctionnent l'une avec l'autre. D'accord. Et donc toi, tu es... Donc moi, au début, voilà, j'étais à cheval sur les 2, et depuis 5 ans, je suis redevenue 100% que hôpital. D'accord. Et alors, quand tu es arrivée à l'hôpital, qu'est-ce que tu as trouvé de différent, de nouveau ? Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors déjà, l'accueil a été froid. C'est une anecdote assez rigolote, parce que quand je suis arrivée, le directeur de l'époque m'a dit vous venez pas de l'école de Rennes, donc vous arriverez jamais à vous faire au milieu médical. Il me connaissait pas très bien, parce que j'ai un petit caractère qui fait que ça c'était pas possible. Et donc voilà, donc j'ai trouvé une structure intéressante, complètement différente, mais une vraie entreprise, parce que Foch c'est 2000 personnes, donc c'est vraiment, on peut dire que ça s'approche de la structure de l'entreprise, et c'est ça qui était intéressant. C'est de voir une entreprise avec multiples sujets, donc ça devenait passionnant. Et surtout, il y avait tout à faire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de com à Foch, et donc on avait une vieille identité visuelle, un site internet, c'était l'horreur. Il y avait très peu de choses de faites, et donc moi je suis arrivée avec une vision extérieure en fait de l'hôpital, en commençant en disant il va falloir qu'on crée une marque. Et là, tous les gens de l'hôpital ont eu les cheveux droits sur la tête en disant de quoi elle nous parle. On est à l'hôpital, on n'est pas dans une entreprise. Donc on a commencé comme ça en fait. Et justement, comment tu t'es intégrée dans ces équipes où finalement c'était un peu un ovni ? Beaucoup de terrain. En fait, je reste très peu dans mon bureau, et je pense que c'est le principe de l'intégration, c'est d'aller voir les gens, leur expliquer qui on est. Et j'ai beaucoup bougé. Je suis allée voir beaucoup les médecins, beaucoup le personnel soignant. Je suis souvent dans les couloirs, donc à un moment donné, on s'habitue en fait à vous, et on vous fait confiance. Et puis j'ai commencé par des petites choses qui se sont vues, qui ont marché, en impliquant l'ensemble des salariés. Et donc du coup, quand ça marche, voilà. Alors maintenant, ça a beaucoup marché, et donc on est parti. Moi, quand je suis arrivée à Foch, j'étais toute seule. Et maintenant, j'ai une équipe de 5 personnes à la communication, et on travaille sur tous les domaines de la com, aussi bien la com interne, les réseaux sociaux. J'ai un graphiste également qui nous fait tous les documents. En fait, voilà, on est très structuré. Quelqu'un qui fait les vidéos, donc on a un service vraiment structuré dans tous les domaines. Tu peux me donner un exemple justement des toutes premières actions que tu as pu mener ?
La première action, c'était créer une marque, vraiment. Donc là, j'ai travaillé avec une structure, on a fait une étude de marque, comme dans n'importe quelle grande entreprise, en rencontrant les médecins, les soignants, en les faisant parler sur l'image qu'ils avaient de l'hôpital. Et donc, on a vraiment dit, aujourd'hui, Foch est une marque, il faut que ça se voit. Et donc, on a créé une marque Foch avec une nouvelle identité visuelle, une charte graphique, ce qui était tout nouveau. Il y avait, moi, quand je suis arrivée, des affiches partout dans les couloirs avec des bonhommes qui sautaient en l'air pour inviter pour des cocktails. Enfin, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Chacun faisait ce qu'il voulait dans son service. Et donc là, on a réussi à structurer une marque avec vraiment une présentation de marque, l'implication de l'ensemble du personnel, etc., qu'on a ensuite décliné dans le site internet. Donc là, après, quand ça s'est vu et que ça commençait à marcher, les gens se sont interrogés et se sont dit, ah oui, finalement, c'est pas bête, ça se voit, ça marche. Et petit à petit, on a évolué et maintenant, on a carrément créé une charte immobilière, c'est-à-dire que quand on rentre à Foch, on sait qu'on est à Foch. Et donc, les salles d'attente sont identiques, les fauteuils dans les salles d'attente sont identiques, il y a le même tapis partout. En fait, on a vraiment beaucoup évolué. On est maintenant en train de travailler sur une charte d'attitude qui commence au mois de janvier. On crée la Foch Attitude, c'est-à-dire que on pense d'abord les gens qui travaillent à Foch sont des Fochiens et je pense que quand on rentre dans un établissement, la manière dont on se comporte peut être vraiment une marque fait partie de la marque. Quoi. C'est vraiment de travailler avec les soignants pour que entre eux dans les réunions ils se respectent, mais aussi que du coup ils respectent les patients, ils soient dans l'empathie, ils aient des automatismes d'attitude, d'empathie avec les gens qu'ils croisent. Bon alors je vais être un peu provocatrice, ils le font pas déjà ça ? Quand on est soignant, on dit toujours, c'est la réaction en disant, Madame Moulin, vous n'allez pas nous apprendre notre métier. Nous, le patient, il est toujours au centre de nos préoccupations. Sauf qu'un soignant, c'est débordé, c'est dans son métier, c'est préoccupé, surtout en ce moment. Et même si, oui, le patient, il s'en occupe tous les jours, il y a des fois, ils oublient des choses. Et c'est sûr que dans le cadre de l'expérience patient et du nombre d'entretiens qu'on peut faire avec les patients, il y a beaucoup de fautes d'attitude qui remontent. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Donc voilà, donc oui, ils sont pour certains empathiques, mais pas tous. Et puis après, dans le rush de leur boulot de tous les jours, il y a des petites choses qu'ils oublient et qui sont pas grand-chose à corriger, mais qui peuvent faire la différence. Et là, tu as réussi un peu à rassembler autour de ce projet. Les professionnels de santé, ils sont réceptifs, ils construisent avec toi. Comment ça se passe ? Donc ils vont construire avec nous, effectivement. Donc on a commencé par les cadres. Donc on a déjà rassemblé tous les cadres, on leur a expliqué. Et les cadres sont à fond, arrêtent pas de nous demander quand est-ce que ça va commencer. Et on a fait un test sur le service d'imagerie, et donc ça a extrêmement bien marché. On a commencé avec les personnels d'accueil de l'imagerie, et du coup le chef de service et la cadre sont venus nous voir en disant bon, il faut maintenant qu'on fasse les manips. Après on a fait les aides manips, et petit à petit on a décliné tout le personnel de l'imagerie parce que c'est quelque chose qui les a soudés déjà entre eux, parce qu'on a beaucoup travaillé l'attitude entre eux, ça les a ressoudés entre eux. Et après comment on pouvait se comporter avec des patients qui sont dans des brancards couchés pour aller à l'IRM toute la journée, ou alors des patients debout qui attendent dans les salles d'attente. Donc ça marche vraiment bien, quoi. Donc on est en train de et donc l'idée c'est de construire cette charte avec eux. On va pas leur imposer des principes, c'est-à-dire qu'on va bâtir des choses et on en déduira une charte, et donc ils en sortiront un peu comme à Cleveland, Cleveland Clinic, ils ont une méthode, et ils ont tous un badge à la fin. L'idée c'est de leur mettre un badge en disant je suis Foch Attitude aujourd'hui, voilà, j'ai fait la formation, je l'ai construite et je me comporte comme on a défini ensemble, voilà. Tu évoques la Cleveland Clinic parce que c'est un établissement américain qui est très connu pour les démarches d'expérience patient. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu étais directrice de la communication et de l'expérience patient. C'est quoi pour toi l'expérience patient ? Alors déjà, l'expérience patient pour moi, c'est vraiment analyser avec les patients, s'intéresser en tout cas à leur parcours, à leur vécu du parcours de la maison à la maison. Oui, je suis directrice de la communication et je suis pas directrice de la qualité, et c'est très important pour moi parce que tous les hôpitaux sont très. Moi, quand je suis arrivée à Foch, finalement, je faisais de l'expérience patient sans le savoir, et ça, je l'ai découvert en allant visiter Cleveland. Mais je bâtissais des outils au service des patients pour leur faciliter le parcours. Donc j'avais commencé à faire une petite appli pour les patients, et ça bien avant qu'on s'intéresse à l'expérience patient au niveau de Foch. J'avais fait des outils, j'avais revu les livrets d'accueil qu'on pouvait leur remettre, j'avais revu des outils. Et en fait, quand je suis allée à Cleveland dans le cadre du congrès de l'expérience patient, que j'ai vu ce que Cleveland faisait, je me suis dit mais en fait moi j'ai commencé à faire certaines choses et j'en fais un petit peu sans le savoir.
Donc c'est vrai que Cleveland m'a apporté beaucoup en termes d'idées, c'était un vrai déclic, et quand je suis rentrée, j'ai dit nous, il faut absolument qu'on fasse ça à Foch, et quand j'ai fait la présentation au comité de direction, le directeur a joué le jeu et m'a dit bon ben on va créer la direction et on va vous la confier, et on va la confier à la communication. Moi aujourd'hui, au niveau de la communication, je suis service support de l'expérience patient, c'est-à-dire que déjà, quand un outil de com sort de Foch, on a complètement changé notre manière de fonctionner. Le patient travaille avec nous. C'est-à-dire que tous les outils de com qui sortent de Foch sont revus par les patients chez nous maintenant. Et donc, s'il y a des modifications à apporter, c'est le patient qui dit voilà, ça, c'est pas ça ce dont j'ai besoin, mais j'ai besoin plutôt de ça. Et donc, on fait les outils en fonction des demandes des patients. Donc ça, c'est complètement nouveau. C'est une manière de fonctionner différente. Et ça, je pense que c'est important parce que on a confié, donc l'expérience patient c'est devenu à la mode, pas mal depuis que ça fait partie de la nouvelle certification, et on fait, je trouve, un peu trop l'amalgame entre la qualité et l'expérience patient. J'ai beaucoup de directeurs de qualité qui me disent mais attendez, mais nous on en fait déjà de l'expérience patient à travers les groupes de parole qu'on peut faire avec des patients et tout ça. Et moi je dis c'est pas la même chose. Un qualiticien, il mesure beaucoup, il a des normes. Moi je suis pas du tout dans la mesure aujourd'hui. Je suis je vais dans une chambre, je m'assois, j'écoute, je laisse parler le patient, et c'est lui qui me raconte son parcours et qui me permet d'améliorer les choses derrière. Mais je vais pas lui demander, je vais pas dans la chambre en disant est-ce que vous avez aimé votre repas? Oui, non. Est-ce que vous avez été bien pris en charge? Oui, non. C'est pas du tout ça l'objet du truc. En fait, c'est sur une étude beaucoup plus qualitative. Plus qualitative et plus empathique en fait. Et par exemple, quand on fait un outil, on a sorti un outil de com pour les mamans de la maternité, c'est pas moi qui ai décidé de sortir l'outil de com, c'est que les mamans sont venues avec nous dans un lieu dont on va parler, qui s'appelle le Living Lab, et qui est un lieu de travail collaboratif, et elles ont fait le cahier des charges de l'application avec leur mari. C'est pas moi qui ai dit bon, il va falloir mettre ça dans l'application, c'est pas le chef de service, c'est les mamans qui ont dit on a besoin de ça, ça, ça. On a fait le cahier des charges avec elles, on a bâti l'application, et aujourd'hui toutes les mamans qui s'inscrivent à la maternité de Foch téléchargent l'application Baby Foch parce que c'est l'outil qui leur convient. Donc c'est une manière différente de voir les choses en fait. Il y a quoi justement dans Baby Foch ? Dans Baby Foch, il y a leur calendrier de rendez-vous, il y a des conseils nutrition, il y a des conseils pour le soin du bébé. Par exemple, quand elle rentre chez elle, on a fait un petit film qui explique comment on fait le bain du bébé, comment on fait le soin du cordon. Il y a des petits conseils pratiques comme ça. Avant, elles ont la liste de naissance, donc elles peuvent cocher des cases, elles préparent leur liste, elles peuvent l'imprimer de chez elles si elles en ont besoin. Enfin voilà, c'est des choses qu'elles nous ont demandé en fait. Quand tu dis outil de com, on peut imaginer que com, ça veut dire affiche, prospectus, mais en fait, tu parles plutôt d'outils d'accompagnement, en fait. Mais tous les outils qu'on fait à Foch aujourd'hui, c'est des outils d'accompagnement du parcours. Aujourd'hui, je fais pas de la com au sens institutionnel, faire de la pub pour l'hôpital, c'est pas du tout ça en fait. Donc en fait, quand je fais un livret, c'est un livret pour les patients. Quand je fais une appli, c'est une appli pour les patients. L'idée, c'est pas de faire de la pub de Foch, c'est d'accompagner le parcours des patients, donc par toute la communication externe. Après aussi, je m'occupe de la com interne, et là, tous les outils que je peux mettre en place, c'est au service des soignants, au service du personnel de l'hôpital, c'est pour les aider dans leur quotidien, parce que moi, il y a une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'expérience patient sans expérience soignant, sans expérience du personnel. Pourquoi on prendrait soin que des patients? Aujourd'hui, on a aussi besoin de prendre soin des gens qui travaillent avec eux et des gens qui travaillent avec nous. Donc, je m'occupe d'un programme de qualité de vie au travail qu'on a mis en place, qui est très très important, qui est très dense, encore plus depuis le Covid. Pour exemple, on parlait d'un lieu qu'on a ouvert dans l'hôpital qui s'appelle le Living Lab. Donc, c'est un lieu c'est un lieu qui est très central dans l'hôpital, qui est ouvert, où les patients peuvent rentrer toute la journée, le patient qui passe dans le couloir, nous faire part de remarques sur son parcours, aussi bien positives que négatives, mais celui, il est ouvert aux soignants aussi. C'est-à-dire que s'il y a un soignant qui va pas bien et qui en a marre, il vient boire le café avec nous, il nous parle, et on le traitera exactement de la même façon que si c'était un patient qui venait nous parler. Et donc derrière, on se sert de cet endroit pour résoudre des problèmes de parcours, côté personnel et côté soignant, mais aussi monter des ateliers collaboratifs. Et chaque fois qu'on monte un atelier, par exemple, on est en train de travailler sur la sortie, les soignants viennent travailler avec nous, avec les patients, ils échangent entre eux. Sur la Foch Attitude en imagerie, les patients sont venus en témoignant, en disant voilà, où il y a des petites choses qui pouvaient être améliorées. Donc à chaque fois, on travaille ensemble. Et donc ça, c'est fondamental, et je trouve que ça, c'est une vraie vision nouvelle de l'hôpital. Parce que bon, on sait que beaucoup d'outils
à destination du patient ont été faits parce que le chef de service, à l'époque, avait décidé, il faut ça, il lui faut ça, il faut donner ça, et c'est ça dont il a besoin. Et en fait, on se rend compte, il y a un gaspillage énorme dans les hôpitaux, beaucoup de papier, avec des tonnes de documents stockés dans les sous-sols qui serviront jamais. Et donc, ça nous permet de rationaliser tous les outils qu'on fait au service du patient et de son parcours. T'as un exemple d'un outil qui a été pensé directement pour les soignants ? Pour les soignants, oui, on a plusieurs. Alors déjà, on a une application qui s'appelle Ensemble, qu'on a mis en place il y a 1 an et demi, et donc qui a explosé. Il y a 2 ans parce que ça, j'ai zappé 2020, mais et donc en janvier 2020, on l'a lancé. En mars 2020, avec le Covid, aujourd'hui, on est passé de 100 téléchargements à 2000 téléchargements. Et donc l'application Ensemble, c'est vraiment une application pour le personnel de l'hôpital dans lequel ils ont un réseau social, donc ils peuvent échanger entre eux sur leurs patients. Ils ont toutes les informations de la DRH, mais pas au sens intranet du terme, au sens plus interactif, où ils peuvent poser des questions en live, où ils ont pour le personnel de nuit, par exemple, il y a une grosse rubrique parce que c'est un personnel qu'on oublie assez souvent. Donc moi, je suis allée plusieurs fois la nuit discuter avec eux. Et ce qui était remonté, c'est que en fait, on les oubliait. Ils étaient un peu les oublis de l'hôpital. Et donc, ils nous ont demandé des outils pour communiquer avec le jour. Et donc, ils ont des conseils diététiques, comment mieux dormir la journée, voilà. Et après, on a un fil d'actu. Et chaque fois qu'on a une actualité à publier, ou on la publie, et donc ils ont les actus en live. Et donc, ça, c'est une appli qui marche vraiment très très bien. Tout le monde l'a sur son téléphone. Et après, on a des outils pour travailler. Donc, on vient de sortir une application pour les infirmières et les aides-soignantes. Et là, plutôt que d'avoir des papiers dans leur poche de blouse à n'en plus finir, tout est concentré dans l'application. Et donc, c'est un véritable outil de travail pour elles. Et on a la même chose pour les internes, etc. Donc, on essaie vraiment de les aider. Ça, c'est pour tout ce qui est outils de com ou outils numériques. Et après, on a vraiment un gros programme de qualité de vie au travail qu'on travaille avec, on a un super service de médecine du travail à Foch. Ils ont à dispo une sophrologue, une masseuse, des cours de pilates, des cours de yoga. Ils ont une salle de sport qu'on a ouvert il y a 6 mois, donc ils peuvent aller faire du vélo et courir sur un tapis de course. Et tout ça, ça n'existait pas à Foch. Voilà. C'est une demande des soignants. Ouais, c'est une demande des soignants et ils ont besoin de ça pour se défouler quand ils ont un moment de repos, se sentir mieux. Donc voilà, on organise pas mal de choses, de rencontres aussi, des choses qui s'appellent autour d'un café à la cafétéria. Ils viennent découvrir un projet, un service, voilà, avec sur la base de posters plutôt. Alors là, c'est plus du papier parce que c'est concret. Les posters sont là, on fait des jeux concours, on travaille beaucoup avec eux, oui. Et je vais revenir du coup sur la notion de Living Lab parce que c'est un terme qu'on peut entendre de temps en temps, mais la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça signifie. Et moi, je suis venue visiter le Living Lab, à ton invitation, merci d'ailleurs. Et en fait, c'était surtout un endroit très chaleureux où on peut s'asseoir. En gros, c'était une table, des chaises, une machine à café et des murs blancs où on pouvait écrire plein de choses. Donc en termes d'espace, en fait, c'est un espace très simple mais très accueillant. Tout à fait, c'est pas compliqué en fait. Il faut pas s'imaginer que c'est des choses difficiles à mettre en place. Alors moi je milite sur ça en disant l'expérience patient ou la com dans un hôpital ou même envers des soignants, c'est assez simple. C'est vraiment un lieu, le plus dur à Foch, c'était de trouver le lieu, quoi. Et donc ce qui m'a valu des pleurs en sortant d'un comité de direction d'ailleurs, parce que à un moment donné il y avait que cet espace de disponible et le directeur m'a dit vous avez qu'1 jour pour que ça marche, sinon on ferme, quoi. Et ça, au début, c'était un petit peu compliqué parce que c'est nouveau, c'est un concept complètement nouveau. Et puis ça a marché, donc maintenant, ça fait 2 ans qu'il est ouvert. Mais c'est vraiment un lieu simple. J'ai juste, mis une table haute avec des chaises hautes, effectivement, une machine à café, un mur sympa. Et la chose très très importante, c'est qu'il est ouvert toute la journée. Il faut quelqu'un dedans qui s'en occupe, qui soit là pour recevoir les personnes, quelles qu'elles soient, discuter avec elles ou pas. Enfin voilà, offrir juste un café, des fois, ça suffit. C'est très simple. Il faut pas croire que Foch n'est pas un hôpital plus riche que les autres obligatoirement, et tout ce qu'on met en place, notamment dans le cadre de l'expérience patient, c'est des petites choses. Il faut commencer par des petites choses en fait. Pour que ça marche, c'est la clé de tout. C'est commençons par des choses simples et qui se voient, et après petit à petit on progresse. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet. On a commencé par les repas. J'ai goûté 72 repas le même jour parce que je me suis dit il faut mettre à plat, il faut voir puisque les patients disent c'est pas bon, on va vraiment goûter, voir c'est pas bon. Et derrière, on a organisé, par exemple, des dégustations de plateaux tous les mois avec des soignants qui tournent et qui viennent goûter les plateaux pour se rendre compte de ce que mangent. Ça, c'est important aussi.
c'est pour ça que l'esprit collaboratif est très très important parce que on avait au niveau des repas, c'est un exemple super concret, des soignants qui servaient les repas, les aides-soignants en disant bon courage, en servant le plateau, en disant si j'étais vous, je le goûterais pas le truc parce que c'est dégueulasse. Donc bon. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il savait pas du tout ce qu'il disait parce qu'il avait jamais goûté. Et donc, le fait d'instituer des groupes de dégustation, ça change en fait. Il dit, c'est pas si mauvais que ça finalement. Et donc, ils ont pas la même, ils servent pas de la même façon. Donc, ils ont pas la même vision des choses. Et c'est pour ça que ce lab, il est important. Ils participent. Et donc, ils ont pas la même façon d'appréhender les sujets en fait avec les patients maintenant. Mais est-ce qu'il y avait quand même des plats qui étaient pas bons et que vous avez changé? Oui, il y avait vraiment des plats qui étaient pas bons. Notamment l'adobe carotte. Je ne savais même pas que ça existait encore et qu'on pouvait servir ça à l'hôpital. Mais bon, voilà. L'adobe, c'est du bœuf en sauce avec des carottes. C'était juste infect. Et c'est vrai, manger ça à l'hôpital. Donc là, on l'a éliminé d'office. Voilà, ça, d'ailleurs, après 72 plats le soir, j'avais mal à l'estomac quand même. Hein. Voilà, parce que je suis passée par même les régimes sans sel et tout, c'était juste l'enfer quand même. Hein. Mais bon. Ouais, c'est pas facile, hein. Non, c'est un métier difficile. On se met en danger, hein, des fois. Non, mais c'est super de se dire qu'il y a des gens à la direction qui prennent le temps de tester aussi. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté un peu vie ma vie. Je prends conscience en vivant la même situation que les patients. Et puis on a un directeur aussi qui est très moteur sur ça. Il n'y a pas beaucoup d'hôpital dans lequel le directeur, tous les mercredis après-midi, pendant 2 heures, fait le tour de l'hôpital avec moi, avec l'intendante qu'on a, pour faire le tour des services, voir ce qui cloche. Donc il arrache lui-même des papiers qui sont en trop, il fait attention que la peinture soit pas décollée, enfin soit bien sur tous les murs, on ramasse les papiers, et pendant tous les mercredis, 2 heures, le directeur général de l'hôpital fait le tour, quoi. Il y a une vraie implication de la direction sur ce sujet, c'est très important pour nous tous. Et ça, c'est super, quoi. Et je pense que c'est fondamental pour, dans un deuxième temps, arriver à impliquer l'ensemble des médecins et du corps médical, parce que c'est la population la plus compliquée à impliquer sur cette démarche. Et là, on voit que ça marche. Donc, en fait, dans mon groupe de travail, j'ai un chirurgien, j'ai un médecin, et puis le chef de service d'imagerie s'est intéressé à la fauche attitude. Et puis voilà, petit à petit, ça prend. Et donc, les médecins s'interrogent aussi et commencent à travailler avec nous. Et ça, c'est génial, je trouve. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils hyper concrets pour des directeurs, je sais pas, de la qualité ou des opérations ou de la communication, en tout cas des gens dans l'administration qui pourraient commencer à avoir ce rôle-là? Par quoi ils pourraient commencer? Comment on peut s'y prendre? Pour moi, pour commencer, déjà, faut être hyper humble. Faut pas commencer avec des gros sujets. J'ai beaucoup observé, en fait. Donc, le conseil, c'est déjà, même si on est directeur de la qualité et qu'on sait mesurer des choses et on se dit, le patient, moi, c'est un métier que je fais depuis un petit moment, essayer de tomber faut faire tomber cette casquette-là et se dire, je change ma méthode. Je vais, moi, pendant 1 an, je suis allée dans les chambres, dans la salle d'attente, je me suis assise et j'ai écouté. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer. Faut aller, essayer d'écouter, de voir, d'être empathique donc ça ouvre plein de possibilités. Une fois que j'ai écouté tout ça, je suis même allée à la maison de parents qui était en face de l'hôpital pour écouter les aidants parce que ça aussi, ils ont beaucoup de choses à dire et on les oublie souvent et donc ça, c'est très important pour le parcours. Et je pense donc déjà commencer comme ça en écoutant sans vouloir dire on va c'est pas bien, on fait pas bien ça et tout ça. Faut prendre les sujets et après commencer par des petites choses. Donc vraiment c'est des choses qu'on peut résoudre tout de suite qui se voient. Donc ça peut être les repas, hein, ça peut être juste de l'intendance dans la chambre. Voilà, après c'est vraiment ça quoi. Il faut commencer par des petits sujets. Maintenant, on monte des vrais groupes de travail sur des sujets de plus de fond. La sortie, c'est compliqué. On s'attaque à beaucoup de choses. On a un groupe sur les aidants. Voilà, mais commencer petit, rester humble et écouter beaucoup au départ et aller voir ce qui se passe. Voilà. Ok, merci. Je suis intéressée de voir toi, personnellement, ta propre vision de l'hôpital. Comment est-ce qu'elle a évolué? Mais moi, je trouve ça vraiment... Je trouve qu'il y a alors déjà Foch, il y a une énorme évolution par rapport au moment où je suis arrivée et je trouve ça génial qu'on puisse s'ouvrir autant. Alors ça vient des directeurs qu'on a eu et du directeur qu'on a eu sans doute, mais qu'un hôpital s'ouvre autant à cette manière différente de travailler, je trouve ça passionnant. Est-ce que tous les directeurs ou tous les hôpitaux sont assez ouverts pour changer leur méthode de travail aujourd'hui? Je sais pas. Je connais pas assez en dehors. Je pense que de toute façon, c'est fondamental aujourd'hui. Je pense que ça va faire évoluer le système de santé.
et que en plus ça se voit vraiment. Enfin, j'ai du mal parce que je trouve que Foch avant, Foch après, ça n'a plus rien à voir, et c'est les patients qui le disent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont rentrés dans l'hôpital la semaine dernière, et quand ils sont rentrés dans l'hôtel, ils vont dire ah, waouh, j'étais pas venue depuis 5 ans, mais qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, et donc ça, c'est super. Et quand j'ai un patient qui dit, quand je suis chez vous, je me sens bien, je trouve que c'est juste gagné, parce que je me sens pas à l'hôpital. C'est ce qu'on veut créer, en fait. Finalement, on les met dans un contexte un petit peu différent, pas dans un hôpital avec du carrelage par terre, au mur, etc., comme avant, très très froid. Et ça, je trouve ça super. Et puis, pourquoi ça ferait évoluer le système de santé, de s'interroger au sujet aussi, c'est que d'abord on rationalise, donc on va faire des économies. On va faire des économies de parcours aussi, parce que un patient qui est bien pris en charge, qui se sent suivi aussi à domicile, à son retour à domicile, il sera plus confiant quand il va rentrer chez lui. Donc peut-être qu'il aura moins envie de rester à l'hôpital, il aura moins peur de rentrer après l'intervention. Donc, puisqu'on continue à le suivre après, par des outils connectés, par des appels téléphoniques, par la possibilité aussi de venir travailler avec nous, même s'il est sorti de l'hôpital. Donc, en fait, ils nous laissent leurs coordonnées aujourd'hui, les patients, pour revenir bosser avec nous. Ça, c'est génial. Et donc, je pense que, voilà, ça change complètement la vision qu'on peut avoir d'un établissement. Quand tu dis venir bosser avec nous, c'est quoi? C'est des rôles de patient expert, patient partenaire? Même pas aussi formel, en fait. En fait, quand ils viennent au Living Lab pour travailler, par exemple, avec nous sur un livret et tout, ils nous disent, si vous voulez, je vous laisse mon mail. Si vous voulez travailler, si vous avez besoin de moi, je reviens travailler avec vous quand vous voulez. Je viens faire du bénévolat ils viennent travailler nous dans l'équipe. Mais même pas en tant que patient expert d'une pathologie, ou voilà, vraiment leur expérience de on a tous un métier, on sera tous hospitalisés un jour. Ils mettent leur spécificité professionnelle au service de l'hôpital pour faire évoluer. Donc un lecteur graphique va nous aider à faire des livrets, un coach va nous aider à préparer un entretien. Voilà, ils sont à notre disposition pour nous aider à travailler et à faire évoluer le système, et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça hyper intéressant, à la fois dans ton parcours et dans ce que tu viens de dire, de voir à quel point amener des profils différents, finalement, c'est peut-être ça qui va faire de la transformation. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement, ça va faire évoluer. Un patient, avant d'être patient, il a plein de connaissances sur plein de sujets, et donc s'il les amène à l'hôpital, c'est gagné. C'est comme moi, je suis arrivée d'un monde qui n'était pas du tout le domaine hospitalier que j'ai découvert. Alors je pense que c'est très important, ça ouvre l'hôpital à autre chose, et donc aussi, de par les salariés qui arrivent, qui viennent d'autres univers, je trouve que ça apporte. Mais alors si en plus les patients qui viennent d'univers complètement différents apportent une pierre à l'édifice, c'est extraordinaire. On va faire plein de belles choses, je pense. Et qui n'est pas obligatoirement qui coûte cher, parce que ça, on me pose souvent la question, ça coûte pas cher de travailler avec des personnes extérieures qui ont des compétences, mais il y en a qui sont contre. Quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit t'es folle, tu fais pas travailler les patients, les pauvres, ils sont malades dans leur chambre, tu t'es pas en train de dire que tu fais travailler les patients qui sont malades. Je dis, mais je les exploite pas, je leur propose. Aujourd'hui, je dis pas à un patient, il faut absolument que vous veniez travailler avec nous. Je vais le voir, je lui dis, voilà, on a tel atelier, est-ce que ça vous intéresse d'occuper votre temps dans votre chambre alors que vous n'avez rien à faire, à vouloir à nous aider sur un sujet qui est celui-là? Et donc, on n'oblige pas, c'est vraiment du bénévolat. Mais peut-être que, voilà... en tout cas, il faut bien l'expliquer, effectivement. Je n'exploite pas. Ouais, c'est des sujets qui les concernent et ils donnent leur avis. C'est rigolo parce que ça résonne beaucoup avec la démarche qu'on a développée, nous, sur le Créaton, par exemple. D'ailleurs, on avait aussi bossé avec Foch, avec toi, sur certaines éditions. Et de la même manière, c'est des gens, en fait, qui étaient même hyper contents que, pour une fois, on leur permette de donner leur avis. Alors, sur les Créatons, nous, c'est pas que des patients, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, des patients? Qui est un patient, qui ne l'est pas? On l'est tous un coup de temps en temps, au moins. Exactement. Et c'est vrai que dans les Créatons, du coup, comme on propose aux gens d'aller... aux citoyens, du coup, moi je dis plutôt citoyens, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, c'est pareil, ils arrivent à remonter pas mal de choses, et après de leur dire que vous allez vous-même commencer à résoudre les problèmes, mais avec l'aide des experts, c'est assez puissant, je pense, dans la démarche. Ça ressemble pas mal finalement à la démarche que tu développes au Living Lab. Bien sûr, et même les villes sont en train de s'ouvrir à ça. Je trouve ça génial, l'expérience citoyenne dans les villes. Si on peut faire évoluer les communes de la même façon, je trouve ça parfait. Alors c'est vrai que Foch a un super terrain de jeu, on fait plein d'expérimentations, voilà. Après, mon sujet actuel, c'est la mesure, parce qu'on me dit il faut mesurer. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec des étudiants de Mines-Télécom, et puis au bout d'1 an et demi, finalement, la semaine dernière, pendant une nuit où je dormais pas, je me suis dit mais pourquoi on veut mesurer, en fait? Et pourquoi je veux mesurer l'expérience patient? Est-ce que c'est un sujet? On mesure déjà la qualité.
Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Ça, c'est ma préoccupation du moment, en me disant l'expérience, est-ce qu'elle se mesure finalement à partir du moment où on embarque des gens pour travailler avec nous, qu'on voit que le système évolue? Pourquoi on veut absolument mettre des indices de mesure derrière? Alors c'est un vaste sujet que je lance. Faut-il mesurer l'expérience patient? Parce que finalement, j'en suis pas si sûre. Et je me dis, on va retomber encore dans un questionnaire avec des indicateurs qui vont retomber dans un système très strict et on va perdre l'empathie, on va perdre plein de choses. Alors qu'il suffit de rentrer dans un lieu qui en fait quelque part et qui l'a mis en place pour dire oui, ça a vraiment changé et c'est ça qu'on veut en fait, la mesure. Donc voilà, c'est vraiment mon sujet du moment, en me disant ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, mais finalement est-ce qu'il faut vraiment le mesurer? Alors je j'ai pas de réponse, c'est un problème de recherche, je pense, on en parle tous les jours en ce moment. Ouais. Mais pourquoi, je sais pas. Derrière, c'est aussi parce que c'est cette mesure-là qui va entraîner des décisions, des certifications, des financements, tout ça. Ouais, mais on retombe dans de la qualité. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a... Il y a déjà tout un système mis en place dont on a besoin. C'est nécessaire pour l'hôpital, mais est-ce que en plus, il faut mesurer ça? C'est compliqué de mesurer l'expérience. La semaine dernière, on a fait des entretiens. On fait 2 services par semaine. On était en oncologie. Et on a posé, dans le cadre de la discussion, on a fait un test, on a posé les mêmes questions, 2 chambres côte à côte, les patients pris en charge exactement de la même façon par le même médecin. Les avis étaient complètement opposés. Donc aujourd'hui, ils nous ont pas raconté la même histoire parce que derrière, ils ont un vécu. Et que c'est ça l'expérience patient, c'est que le vécu fait partie de l'expérience. Et donc, en fait, ils sont pas dans le même état d'esprit. Et il y en a un qui va trouver une carafe d'eau trop lourde, alors que l'autre ne veut pas la trouver trop lourde du tout, parce que, donc c'est compliqué de mesurer de l'expérience, je trouve. Oui, chacun arrive avec son propre vécu à la base, et ça fait partie. C'est sûr, chaque personne a une histoire unique. C'est intéressant comme réflexion, en tout cas, merci. Il faudra qu'on en parle pendant un afterwork l'hôpital, je pense. Il y a un point qui m'intéresserait plus sur toi, sur tes choix, sur ta personnalité. Alors c'est une question que parfois quand on la formule comme ça, c'est pas évident de donner un sens, mais j'aime bien demander un peu quel est ton verbe. En gros, quelle est l'action ou le verbe qui te caractérise? Tu vois, moi par exemple, je pense que mon verbe c'est peut-être connecter. J'aime bien connecter les gens, les faire bosser ensemble. Et partir de cette connexion pour créer des choses ensemble, activer l'intelligence collective et tout ça. Est-ce que toi, t'as un verbe? Je sais pas. À chaud comme ça, c'est compliqué de trouver le verbe. Moi, mon moteur, c'est la passion, donc c'est passionné en fait. Peut-être mon verbe. Ouais, c'est ça, c'est passionné. Ah oui, non. C'est pas un verbe. Non, mais c'est difficile de trouver le verbe. C'est quoi? C'est être passionné. Mais voilà, mon moteur, c'est ça en fait. C'est la persévérance. Enfin, persévérer aussi. Enfin, tu vois, j'ai vraiment ça en fait en tête. Non, c'est vrai. C'est quoi dans ce que tu dis? J'ai l'impression que peut-être qu'un de tes verbes, c'est écouter et traduire. Écouter, traduire aussi, ouais. Mais je suis têtue, donc en fait, quand j'ai décidé, à un moment donné, c'est vraiment la passion qui me fait avancer, aussi bien dans la com. Et c'est pour ça que j'ai changé autant de domaines aussi de com. C'est-à-dire que quand j'étais dans le domaine du chien, je connaissais toutes les races de chiens par cœur, alors que j'y connaissais rien quand j'y suis arrivée. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un endroit, je me passionne pour l'endroit où je suis et je suis passionnée par mon métier. Et en fait, je ne peux pas le faire si je suis pas dans cet état d'esprit-là. Et donc, quand je suis à l'hôpital, je suis de la même façon passionnée par ce que je fais et les patients me passionnent et les médecins me passionnent et l'hôpital me passionne et donc j'ai envie de le faire avancer, de le faire dans ce sens de tout le monde se connecte avec tout le monde et donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la passion qui me fait avancer. Alors il y a pas de verbe, mais Ça m'ira très bien. Et en plus, on la sent, on l'entend dans ta manière de t'exprimer, on l'entend, la passion, clairement. Et c'est très motivant, je trouve, c'est inspirant de t'écouter et d'entendre l'élan qui va avec. Dans la même veine, je te prends par surprise aussi, mais est-ce que tu as une devise? J'ai une devise qui est importante, je pense que le travail en équipe est fondamental. Je crois que c'est un proverbe africain qui dit tout seul on va je sais plus exactement comment seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et ça c'est super important pour moi. Moi j'ai une équipe, je suis très attachée au travail d'équipe, je travaille jamais toute seule. D'ailleurs je me mets rarement en avant
C'est rare quand je fais podcast, c'est peut-être le premier que je fais comme ça. J'aime bien travailler avec quand je travaille dans l'hôpital, je travaille avec les soignants. Quand je travaille dans mon équipe, il y a mon équipe qui suit, on travaille toujours tous ensemble. C'est fondamental, je trouve. Merci. Mais c'est marrant parce que c'était sur nos cartes postales de l'hôpital, c'est une des devises ici aussi. Ouais. Elle est super, cette phrase, elle est très... Je trouve en quelques mots, on comprend très bien un état d'esprit. Je rebondis parce que tu dis souvent c'est pas moi qui suis interviewée dans les podcasts. Il me semble que vous avez lancé un podcast aussi, tu veux nous raconter? Oui, dans le cadre de l'expérience patient, en fait, on s'est rendu compte en interrogeant des patients qu'en fait il y avait une chose qui marchait très bien, c'est l'écoute en ce moment de ce genre d'outils, plus qu'un film qui est plus compliqué à regarder, c'est ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et donc on a lancé quelques podcasts pour expliquer les actes chirurgicaux de l'hôpital. Donc le patient est très attaché à son médecin, on s'est rendu compte que c'était parole d'évangile. Donc on fait parler nos médecins qui expliquent par exemple, je vais vous opérer d'une hernie inguinale, qu'est-ce que je vais vous faire, etc. On fait parler le chirurgien. Et ça, même sans l'image, t'arrives à visualiser les choses. On imaginerait qu'il faudrait absolument des schémas. Du tout, en fait. Et donc, en fait, on le prépare et il explique de manière très didactique en disant, mais carrément, je vais venir vous chercher dans la salle d'attente du bloc opératoire, je vais vous amener, voilà ce que je vais faire quand vous allez rentrer chez vous. On image beaucoup, par exemple, vous allez devoir pas porter de charge lourde. Une charge lourde, c'est quoi? C'est un pack d'eau. En fait, on fait des choses très, très didactiques et on explique tous les actes d'imagerie, les interventions chirurgicales. On vient de faire toute une série sur le cancer de l'ovaire, par exemple. Il y a 12 podcasts de la prévention au dépistage, à la chirurgie, la radiothérapie s'il en faut, la chimio, etc. Donc on fait vraiment ça. On vient de finir une série sur le cancer de la vessie, une autre sur le cancer du rein. Voilà, donc en fait ça marche très très bien. On a ouvert une chaîne qui est disponible sur Deezer, sur plein d'autres plateformes et on cartonne. Je pense qu'on est passé 8e chaîne de santé en France, donc on est en train de... Ça s'appelle Foch Podcast. Et donc ça marche super bien. Et l'idée c'est vraiment d'expliquer. On explique même les métiers de l'hôpital. Donc en fait les soignants interviennent, ils expliquent quel est leur métier, ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Et donc il y a plein de sujets différents. Voilà. Ouais, super, c'est original. Et ça marche bien parce qu'en fait les gens ils peuvent l'écouter dans la voiture, enfin comme tous les podcasts, en faisant la cuisine et tout. Tu vas pas me convaitre de l'intérêt du podcast, voilà. Ça c'est sûr qu'on est... En tout cas, ça marche super bien et on est hyper content. Et donc, il y a des formats courts, à part quand on fait des podcasts un peu spéciaux, comme pour le cancer du sein, on a fait un podcast de 2 heures, mais on avait un plateau en direct de l'hôpital. Et pour la journée SIDA aussi, on a fait un plateau en direct avec des questions, un live sur Facebook, avec des questions en direct, etc. Et ça cartonne, donc on est super contents, voilà. Ouais, super. Bon, quelle est ta prochaine grande étape, ton prochain grand défi? La Foch Attitude, il faut vraiment qu'on aille au bout et donc là, les ateliers commencent au mois de janvier. Il faut que il y a une autre chose aussi qu'on met en place en parallèle. Alors la Foch Attitude, on va passer 2000 personnes par groupe de 10, donc ça va être dense. Les ateliers vont tourner pas mal. Et puis on lance un challenge interne sur l'expérience patient. Avec chaque interservice, chaque service devant nous faire une proposition d'amélioration de l'expérience patient, d'un thème de l'expérience patient. Et les équipes vainqueurs partiront en voyage en Europe pour visiter un hôpital qui travaille sur le sujet, en Suède, au Danemark, etc., pour voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, on va les amener en balade. Et donc le challenge va commencer à partir du mois de février, donc avec des petits films enregistrés, ils vont nous présenter leur idée en images, etc., avec un jury derrière et tout, donc on embarque tout le monde dans la même dynamique. Excellent. Ok, bah écoute, ma dernière question, c'est toujours la même à la fin de nos épisodes. On demande qui, à ton avis, sont les autres personnes qu'on devrait inviter dans ce podcast. Est-ce que tu connais des transformateurs ou des transformatrices? Qu'est-ce qui t'inspire dans ces démarches-là? Il y a une personne en ce moment qui a fait beaucoup évoluer et qui travaille sur qu'on a écouté il y a pas très très longtemps et que j'ai trouvé exceptionnel, c'est Dominique Pont. Et vraiment, il a une vision du numérique en santé qui est exceptionnelle et c'est vraiment une personne qui compte et qu'il faut écouter parler du dossier partagé et vraiment, c'est vraiment super, quelqu'un de super. Donc voilà, moi j'aurais dit Dominique Pont en réfléchissant. Eh ben génial, on l'a déjà interviewé. Ah bon?
Bah écoute, si tu veux l'écouter, j'espère qu'il te plaira. Bon bah écoute, merci beaucoup Valérie pour ces échanges et puis de manière générale les échanges qu'on a depuis 3-4 ans et qui sont toujours hyper intéressants. Et bah écoute, je souhaite beaucoup de courage et de succès pour la suite de ces projets-là. C'est vrai que transformer un hôpital, ça prend du temps. Et pour autant, depuis le temps que tu y es, qui est pas si long, qui est pas à l'échelle d'une génération ou d'une vie, ou je ne sais pas, il y a beaucoup d'évolution, je pense. Et du coup, c'est un bon exemple pour d'autres établissements qui auraient envie de se lancer dans une démarche comme ça. Après, il y a d'autres établissements qui peuvent venir. Hein. J'ai d'autres établissements qui viennent voir ce qu'on fait concrètement. Il faut venir voir sur le terrain parce que ça se voit. Et donc, je pense que c'est important. J'ai même eu des gens de la Française des Jeux qui sont venus, des gens de chez Free et tout, en disant bah, c'est incroyable qu'un hôpital fasse ça. Donc, venez sans aucun problème si vous voulez voir, avec grand plaisir. Ah bah super. Je pense que l'invitation sera bien notée par nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions, qu'il vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous trouverez de nombreuses ressources pour vous accompagner sur notre site lowpital.care, lowpital.care. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. À bientôt pour le prochain épisode.